Ces gens habitent-ils vraiment cette ville ou dérivent-ils dans un océan d'images? De quoi rêvent-ils lorsqu'ils s'endorment d'épuisement dans le métro? Je m'appelle Pierre Zandrovitch. Cela fait maintenant 4 ans que je réalise des films générés par IA. Ils naissent de mes interactions avec la machine et des scènes de New York que je capte quotidiennement. C'est dans cette ville, semblable à un décor de cinéma, que j'ai appris à créer des images venues d'un futur incertain. J'ai toujours été fasciné par la science-fiction, intrigué par ses prédictions et ses possibilités infinies. Récemment, la frontière entre la fiction et la réalité s'est faite plus floue que jamais. Les images produites par mon ordinateur devenaient troubles, brouillant les limites entre le monde réel et celui généré numériquement. Je me souviens précisément de cet après-midi à New York, cette heure particulière où les ombres s'allongent lentement. L'équipe de Fantasia m'avait demandé de les rencontrer. On m'avait simplement parlé d'un groupe de musique, mais rien, dans cette description anodine, ne m'avait préparé à ce que j'allais découvrir. Finis Musicae est un collectif de musiciens qui utilisent les signaux biologiques humains pour faire jouer des instruments à des machines. Grâce à l'IA, la relation entre le langage musical, les instruments et le corps des musiciens est profondément bouleversée. Tandis que je produisais des films où l'intelligence artificielle fusionnait avec la réalité, eux composaient des symphonies mécaniques explorant les zones floues entre l'humain et la technologie. Me voilà face à Frédéric, le musicien qui chuchote à l'oreille des robots. J'avais besoin de comprendre comment tout ça avait commencé. It's maybe a combination of studying and listening to experimental and contemporary music. For example, Nan Caro, who made the music for self-playing pianos with patterns and things that's not playable for human fingers. Tandis que Frédéric imaginait une musique impossible à jouer pour des mains humaines, Sage traduisait ses rêves musicaux en langage machine, car derrière chaque mélodie mécanique, il y avait un autre type d'instrument, le code, composé par Sage. We're building a robotic orchestra because sometimes it's so bizarre to think that this is our everyday work, and it's also just really exciting, but people first have to wrap their head around it because right now it's a very new concept. Voici une pièce de Purcell, jouée à 3 mains, avec un bras articulé, dirigé par les impulsions biométriques de l'interprète. Charlotte était autrefois une guitariste virtuose. Ses doigts ne touchent plus directement les cordes. Aujourd'hui, son ambition est ailleurs. Composer une musique pure, libérée du geste, directement issue de son cerveau. I actually was really anti-technology. I really loved the real world and antiquity. I loved old things. And I resisted using email, having social media, having smartphones. I was always the last person to all of those arenas. I think I was a little bit obsessed with David Bowie for a while, and his obsession with the space race was very inspiring for me. And I became obsessed with this idea of playing Moonlight Sonata on the moon. And I was feeling a bit restless in my rock and roll bands. At the time, I actually was having heart problems while I was mixing my record, and the doctor made me wear this heart monitor with EMG electrodes for a week. And I kept thinking this would be really interesting to connect to a synthesizer because the body is electric. It was kind of a revelation for me.
There's a lot of things happening that you have zero control over. Some brainwaves, they react to time of the day, or if you're hungry right now or not. You know, there's a lot of things happening at all times. And some of them you can gain control over and can get better at gaining control over. Some of them you will never be able to control. Les Finis Musicae accordent une telle importance au corps comme source musicale qu'ils cherchent à transformer des biodonnées en partitions. Ce jour-là, j'assiste à leur projet en cours, capturer les biosignaux d'un fœtus pour les convertir en musique. We're building the robotic orchestra, but also we're building an orchestra that is human-centric, that extends human capability rather than replacing it. And that's the reason why we're using all these biosignal sensing capabilities to really enhance the robots with what makes us human. Hopefully it could be something extending art and also human art by using different tools, as you could see it as well. That, you know, a robot could be like a calculator. Our motto is mutate or die, for many reasons, I think, because we're very interested in human evolution co-evolving with technology. And there's this phenomenon in ancient history of microorganisms called endosymbiosis. And this was necessary for life as we know it to exist, where one organism swallowed another organism, but instead of eating them, they merged into one. I think we're now entering another phase of evolution where these machines are like the next wave of mitochondria. And I think we need to find a benevolent way to merge with them for the next round of evolution to be something that's beautiful and not disastrous. Je quitte l'appartement laboratoire des Finis Musicae et je retourne à mon travail sur les images de synthèse. Je m'interroge. Les machines imitent nos gestes, captent nos signaux, traduisent nos émotions. Où finit la machine, où commence l'humain? Les signaux électriques d'un cœur fatigué deviennent mélodies. Les ondes cérébrales d'un fœtus esquissent un motif rythmique. Je filme ces instrumentistes, ces partitions biocodées, et je me demande dans cette chorégraphie parfaite, que reste-t-il de nos incertitudes, de notre maladresse, de notre silence, de notre mystère? De passage à Paris, je rencontre Pauline Nadrini, philosophe et fondatrice d'Enceladus Press, une maison d'édition consacrée à la philosophie des arts numériques. Son travail sur la façon dont les technologies transforment notre expérience artistique peut m'apporter un éclairage sur ce que j'avais ressenti face aux Finis Musicae. Ce romantisme, il renoue avec un topos assez ancien, qui est au fond celui d'une musique comme harmonie possible, alors ici entre la technologie et les humains, mais c'est au fond un topos encore plus ancien qui est celui de ce qu'on appelle la musica universalis, une harmonie préexistante que l'homme retrouverait grâce à la musique, et ici grâce à une musique machinique. Au fond, c'est l'idée d'une harmonie possible entre les outils technologiques et l'être humain à travers une composition pacifiée. Finis Musicae, c'est la fin de la musique ou le début d'autre chose? C'est un récit d'apaisement, de remédiation, de réconciliation entre hommes-machines qui participe de tout un imaginaire cybernétique, New Age, utopique. En cela, il se rapproche aussi des théories du cyborg, développées par la philosophe américaine Donna Haraway. Donna Haraway est une figure du féminisme. Quel rapport avec le cyborg? Le cyborg, c'est au fond une figure qui viendrait dépasser les oppositions entre technologie et humanité, mais aussi des oppositions de genre, des oppositions de classe, des oppositions entre espèces. Et par certains aspects, le collectif joue sur ce désir de dépassement du conflit, de dépassement des oppositions. Pourquoi la figure du cyborg nous inquiète? Le cyborg, ce n'est pas forcément un Terminator. Je pense que, au fond, ce que cherche à faire Finis Musicae, c'est justement dépasser cette gêne ou la contourner en réintroduisant des standards de la musique dite classique
ou des types de compositions qui renvoient au fond à de la musique ambiante dont nous avons tous l'expérience. À mon avis, leur création, elle relève beaucoup moins d'une création proprement musicale que d'une forme d'installation, de spectacle, de mise en scène du transhumanisme dans la musique. Et vous ne pensez pas que le cyborg peut apporter quelque chose à la musique des humains ? La question qu'on pourrait se poser, et qui me semble peut-être même plus intéressante, c'est est-ce qu'il y a ici un interprète ou deux interprètes ? Est-ce que le bras animatronique est un deuxième interprète ou est-ce qu'il vient fusionner avec l'interprète initial dans une nouvelle forme d'identité musicale et organique ? C'est plutôt ça l'enjeu du cyborg et il me semble que c'est ça qu'il cherche à mettre en évidence. Je suis sensible à la poésie technophile des Finis Musicae, mais j'observe aussi que la présence croissante de l'intelligence artificielle crée des inquiétudes. Fantasia a initié un abécédaire de l'intelligence artificielle pour atténuer l'angoisse par la réflexion avec des jeunes philosophes. Anne Alombert nous aide à prendre du recul sur la notion de technosolutionnisme. T comme technosolutionnisme. Anne Alombert, maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Paris 8. Je travaille sur la question de la philosophie de la technique dans le champ de la philosophie contemporaine et je travaille aussi sur les enjeux anthropologiques et politiques des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. Alors le terme de technosolutionnisme ou de solutionnisme technologique, c'est une notion qui décrit l'idée selon laquelle en fait les technologies seraient des solutions à différents types de problèmes et que chaque nouvelle technologie viendrait résoudre un nouveau problème, en quelque sorte. Donc l'idée qui est derrière tout ça, si vous voulez, c'est l'idée selon laquelle la technologie serait toujours un moyen d'augmentation ou d'amélioration. C'est vraiment l'idéologie qui est celle des entrepreneurs de la Silicon Valley qui innovent en permanence, qui produisent toujours de nouveaux dispositifs technologiques qui sont censés nous rendre service et régler toutes sortes de problèmes, que ce soit des problèmes sociaux, des problèmes politiques, des problèmes médicaux, des problèmes environnementaux. C'est déjà ce que disait justement Platon à propos de la technique de l'écriture, qui apparaissait pour lui à la fois comme un remède et comme un poison. Dans un dialogue qui s'appelle le Phèdre, il va raconter, il va mettre en scène, si vous voulez, le mythe égyptien de l'origine de l'écriture. Et qu'est-ce que raconte ce mythe égyptien ? Eh bien, il raconte que l'inventeur de l'écriture, qui est le dieu Thoth, présente son invention technique, l'écriture, au roi des Égyptiens, qui s'appelle Tammuz, et il lui présente cette invention comme un remède pour la mémoire et pour le savoir. La technique de l'écriture, elle apparaît d'abord comme une sorte de mémoire artificielle qui va venir suppléer, en fait, aux failles de la mémoire vivante, de la mémoire psychique. Mais le roi des Égyptiens, Tammuz, lui, n'entend pas les choses exactement de la même manière. Et il lui répond que cette technique, ce remède, pourrait aussi se renverser en poison. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on aura extériorisé tous nos savoirs dans ces supports écrits, eh bien, on n'aura plus besoin de faire l'effort de se remémorer par nous-mêmes les savoirs, c'est-à-dire de les comprendre et de les interpréter. On pourra se contenter tout simplement de les apprendre par cœur, puisqu'ils seront écrits, et de les répéter bêtement sans les comprendre. C'est la raison pour laquelle Platon désigne l'écriture dans le dialogue par le terme grec de pharmakon, qui est un terme qui en grec signifie à la fois le remède et le poison. Ce que pointe très justement le philosophe Jacques Derrida, qui commente ce dialogue de Platon dans les années 60, en 1968 précisément, dans un petit texte qui s'appelle « La pharmacie de Platon », Jacques Derrida explique que ce terme de pharmakon, en réalité, il est intraduisible. On ne peut pas le traduire par remède, parce qu'on nie la dimension toxique du remède, on ne peut pas le traduire par poison, parce qu'on nie la dimension potentiellement curative du poison. Et Bernard Stiegler, qui est donc un philosophe contemporain qui a étudié avec Jacques Derrida, va reprendre cette notion de pharmakon pour l'appliquer à tout type de technologie, pour souligner en fait l'ambivalence des technologies. Il n'y a jamais de pure augmentation technologique. L'augmentation est toujours aussi potentiellement une diminution. Et en fait,
quand on regarde ce qui se joue aujourd'hui avec l'intelligence artificielle générative, et notamment avec la génération automatique de texte, on peut se dire que d'un certain point de vue, on a affaire à un nouveau type de pharmacone, d'une certaine manière. Puisque finalement, ces machines sont des machines d'écriture qui sont fondées sur le code informatique, qui est une nouvelle sorte d'écriture, et qui sont en plus des machines à générer du texte, donc des sortes de machines à écrire automatisées. On peut vraiment se poser les mêmes types de questions que se posait Platon au IVe siècle avant notre ère, en se demandant, finalement, ces générateurs automatiques de texte, ils vont nous permettre de régler toutes sortes de problèmes, c'est-à-dire qu'ils vont nous permettre d'écrire beaucoup plus de textes de manière tout à fait parfaite d'un point de vue grammatical ou syntaxique, mais dans le même temps, ils vont aussi nous déposséder de nos capacités d'expression. Je ne sais pas si vraiment nous serons dépossédés de nos moyens d'expression. Je travaille avec l'IA et j'observe avec curiosité l'embrasement des potentiels et des tentatives venues de tout horizon. En mai dernier, Runway, l'un des principaux outils d'intelligence artificielle dans le domaine de la vidéo, a organisé un festival à New York. J'insiste, un festival ouvert à tous. Le lauréat en a été Total Pixel Space, un premier film signé Jacob Adler, un professeur de musique hanté par l'idée que nous vivons dans un monde de pixels préexistants. Combien d'images pourraient exister ? Combien de types d'images existent-ils ? Combien d'entre elles représentent des événements réels ? Et que trouve-t-on dans l'espace entre l'ordre et le chaos ? Les pixels sont les briques élémentaires des images numériques. De minuscules tuiles formant une mosaïque. Chaque pixel est défini par des chiffres. Ceux de sa couleur, ceux de sa position. Ainsi, toute image numérique peut être décrite comme une suite de nombres. Chaque combinaison possible de ces nombres correspond à une image unique. Et chaque image possible renvoie à une combinaison unique de nombres. Tout comme il n'est pas nécessaire d'écrire tous les chiffres compris entre 0 et 1 pour prouver qu'ils existent, il n'est pas nécessaire de générer toutes les images possibles pour prouver leur existence. Leur existence est garantie par les mathématiques qui les définissent. Elles existent comme des points dans un espace abstrait de coordonnées. Ainsi, chaque photographie que l'on pourrait jamais prendre existe déjà sous forme de coordonnées. Chaque image de chaque film possible existe déjà sous forme de coordonnées. Chaque visage que l'on pourrait un jour voir existe déjà sous forme de coordonnées. Nier cela reviendrait à nier l'existence même des nombres. Alors, combien d'images pourraient exister ? Il suffit de multiplier le nombre de couleurs par la puissance du nombre de pixels. En codage RGB 24 bits, cela donne 16 777 216 couleurs possibles par pixel. Une résolution de 1024 pixels au carré donne un peu plus d'1 million de pixels par image. Si nous prenons le nombre de couleurs à la puissance du nombre de pixels, nous obtenons un nombre d'images incompréhensiblement grand, mais fini. Un 7 suivi de plus de 7,5 millions de zéros. Un chiffre avec plus de 100 zéros, mais plus petit qu'un Googleplex. Le nombre estimé d'atomes dans l'univers entier est de 10 puissance 80. Lorsque nous prenons des photos, nous ne créons peut-être pas d'images. Nous naviguons simplement vers leurs coordonnées préexistantes, comme des voyageurs arrivant à des destinations qui ont toujours été là. L'espace total des pixels contient toutes les images numériques possibles, y compris les films retraçant votre vie entière, les vies possibles que vous n'avez jamais vécues
et celle de chaque autre créature ou objet ayant ou n'ayant jamais existé, sur Terre ou ailleurs, sous tous les angles imaginables. Il contient d'innombrables films décrivant l'histoire complète de l'humanité, de l'aube à la disparition de l'Homo sapiens. Il contient des portraits intimes de chaque être humain ayant jamais vécu. Il contient un film de plusieurs millions d'années qui retrace l'ascension et la chute d'une véritable civilisation extraterrestre. Il contient des images de chaque nuage, chaque climat, chaque roche ou montagne, chaque grain de poussière microscopique de la Terre et de toutes les autres planètes, astéroïdes et lunes de l'univers, dans toutes les longueurs d'onde de lumière, vues sous tous les angles. Il contient l'histoire de vie de chaque micro-organisme qui ait jamais vécu. Il contient chaque partie de jeux vidéo jamais joué. Il contient des images de découvertes scientifiques et d'inventions futures. Des images qui défient les lois de la physique et celles de la logique. Des images de tous les rêves de tous ceux qui ont vécu. Et quelque part dans cette immensité, les images du moment de notre mort. S'y trouve chaque image, chaque plan, de tous les passés, présents et futurs possibles. Mais dans cet océan d'éventualités pixelisées, les images naturelles ne forment qu'une goutte. Les scènes, les visages et les objets reconnaissables sont des îlots extrêmement rares, perdus dans une vaste mer de bruit visuel. Les lois de la physique, de la lumière et de la matière creusent des sillons étroits dans le néant mathématique. Notre monde s'écoule à travers ces sillons, laissant la plus grande partie de l'espace des pixels inconnu à jamais. Et pourtant, cet espace regorge de potentialités, toutes les formes de vie possibles, toutes les absurdités, toutes flottent dans cette mer infinie. La plupart des régions apparaissent comme un chaos visuel à nos yeux, mais elles contiennent peut-être des schémas que notre cerveau n'est pas capable de percevoir. Comme les règles du jeu d'échecs pour un joueur de cricket, ces structures pourraient nécessiter de nouvelles formes de perception, de connaissances et de technologies pour être déchiffrées. Peut-être que le chaos et l'ordre dépendent l'un de l'autre pour exister. Par contraste, le vide donne forme à la signification. À la sortie de la projection, on sentait bien que ce vertige numérique était un marqueur de notre temps. Avec l'équipe de Fantasia, nous sommes allés à la rencontre de Jacob Adler. The concept for Total Pixel Space, the film, began probably about a year before the film was finished. The concept came to me as I was extracting images from Midjourney. For example, if I was generating a picture of a cat and you get all of, hundreds or thousands of pictures of a cat, the question arises, how many possible images of cats are there? And then if you extend beyond that, how many possible images are there in total? And this idea, fascinated me, and it led to a lot of other related questions. And it was also an extension of the short story by the Argentinian writer, Jorge Luis Borges, who wrote a famous short story published in 1941 called The Library of Babel. On connaît Borges, écrivain argentin du XXe siècle. Mais quel est le rapport avec les pixels ? Alexandre Geffen, directeur de recherche au CNRS dans le domaine des humanités numériques, m'éclaire sur ce point. La bibliothèque de Babel de Borges, c'est une nouvelle d'un recueil qui s'appelle Fiction, un recueil très célèbre qui paraît en 1941. Alors c'est l'histoire d'un bibliothécaire qui se trouve dans une bibliothèque qui n'est pas tout à fait une bibliothèque ordinaire, puisqu'il y a un nombre, non pas infini, mais un nombre très grand de livres qui sont composés par la combinaison aléatoire de l'ensemble des 25 lettres de l'alphabet. Il n'est pas du tout anodin que la nouvelle de Borges paraisse en 1941, au moment où naît la cybernétique. Elle est contemporaine des premiers ordinateurs. La question du rapport entre l'information, le bruit, le sens est absolument centrale
à ce moment de naissance de la cybernétique, ce moment qui précède de quelques années, en fait, le concept même d'intelligence artificielle qui date, lui, de l'immédiate après-guerre. When I was using Midjourney, it did not strike me, it was not the same experience as a character in the Library of Babel, because those characters always found gibberish and only meaningless strings of letters. But with Midjourney, it would conjure up images that make sense. So you're looking for a picture of a cat wearing a hat, eating an ice cream cone in the rain, on a boat. Those images make sense, even though they might not be completely realistic, and they might have an animated look or a photorealistic look, but they do make sense to us. Je ne suis pas sûr que les images générées aient forcément du sens. Et quand bien même ce serait le cas, je ne vois pas où est le problème. Je demande à Alexandre ce qu'il en pense. Nous, par rapport à ces IA qui effectivement génèrent une infinité d'images, on s'aperçoit vite que cette infinité d'images, elle est fondée sur des choses très attendues, très moyennes en fait. Donc on doit apprendre à prompter ces modèles pour arriver à créer des combinaisons un tout petit peu inédites, mais c'est pas du tout le sentiment d'être face à une infinité de possibles qu'on a souvent face à DALL-E ou Midjourney qui a été utilisé par le film de Jacob Adler, c'est plutôt le sentiment de revenir à des choses déjà vues, déjà attendues, déjà poncifs et canoniques. C'est au fond du bruit, de l'humanité, du hasard, de l'erreur dont on aurait besoin. Alors, on se retrouve donc pas du tout dans la même situation que les bibliothèques de Borges, qui cherchent du sens dans un flux de non-sens, mais plutôt, nous, à chercher de l'humanité, dans des quantités de choses qui ne sont que des variations d'un imaginaire quand même très standardisé, puisque l'IA, elle vous donne ce qui est statistiquement vraisemblable, pas ce qui est humainement éprouvé.